On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité dans Marge 12-17. Je me présente Tristan Delorme, je suis le directeur général de l'organisme En Marge 12-17 et je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai une co-animatrice avec moi. Bonjour. Allô? Mélissandre, coordonnatrice au programme Sphère, qui a déjà animé d'autres épisodes puis qui co-anime avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Puis où qu'est-ce que je fais là? C'est le dernier épisode aujourd'hui, puis on s'est dit qu'avec nos invités, on avait envie d'être deux pour pouvoir discuter de notre sujet, qui est la collaboration intersectorielle. Oui, en effet. On va voir au montage qu'est-ce qu'on fait avec ça. Intersectorielle. Parce qu'on a deux grands invités quand même, ou sont quand même pas pire grands aussi, plus de ce côté-là peut-être, mais de taille quand même, là, des personnes qui connaissent leur sujet aussi, fait qu'on avait besoin d'être deux. Oui. C'est ça? C'est ça. On va dire que c'est ça. Parfait. On va sans plus attendre, je vais vous les présenter, mais d'abord, juste pour vous donner une idée de ce qui s'en vient, parce qu'on m'a dit que c'était quand même pertinent de savoir un peu ce qui s'en vient pour le début de l'épisode. Ça aide un peu à se faire une tête. Fait que je vais vous dire qu'on va parler de collaboration intersectorielle. Puis ça, la collaboration intersectorielle, c'est essentiellement comment est-ce que des entités, des instances qui ne collaboreraient pas nécessairement ensemble ou qui peuvent avoir des points de vue divergents, des fois complètement opposés, peuvent quand même travailler ensemble sur certains sujets spécifiques, sur des projets avec des visions qui ne sont pas toujours similaires de manière macro, mais sur certains projets, on est capable de le faire. Fait que c'est un peu ça, comment est-ce que des gens qui ne travaillent pas ensemble travaillent ensemble. Fait qu'on va y aller comme ça, puis je vais vous lancer la balle de l'autre côté. On va y aller devant moi, tout simplement. On va commencer comme ça, je pense. Super. En fait, je me présente. Oui. Frédéric Martineau, policier au SPVM. Depuis plusieurs années, dans le fond, depuis 2010, je suis en exploitation sexuelle comme enquêteur. J'ai été superviseur aussi d'une équipe d'enquête et je suis présentement commandant. Dans le fond, je suis responsable de l'unité. Toujours en exploitation sexuelle. Fait que je suis bien content d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir saisi. Et à côté de toi, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? De qui c'est qui est là? Julien Montreuil, je suis directeur général de l'organisme L'Anonyme, un organisme en prévention des ITSS, en promotion des relations égalitaires, des comportements sécuritaires, un organisme en réduction des méfaits. Ça fait 18 ans que j'y travaille, ça fait presque 30 ans que je suis dans le milieu communautaire. Fait que tu connais ton sujet quand même un peu. Je connais des sujets. Merveilleux. Avant de se lancer dans le sujet, justement, on a une petite tradition ici, puis on va pas faire omission aujourd'hui, d'amener un certain petit objet qui représente pour nos invités la marginalité. Vous pouvez voir derrière, vous allez pouvoir voir derrière nos invités, on a une toile en construction de la marginalité qu'on a créée depuis l'épisode 1. Au début, on se disait, est-ce que ça a un sens? Le décor a l'air vide, c'est un peu plate, mais avec 9 épisodes aujourd'hui, je pense que c'est quand même le fun de voir que... Moi, ça me ramène à plein d'idées, puis en tout cas, les gens qui écoutent ça puis qui voient peuvent se dire « Hey, je sais pas pourquoi il y a de la pâte à modeler, là. » Épisode 6, vas-y. Donc, je vais regarder de l'autre côté encore une fois, puis je vois un objet ici. Je vais continuer avec Frédéric pour débuter. Oui. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? En fait, je l'ai mis dans un petit pot. C'est un pot avec des noix, différentes espèces de noix. En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai choisi ça. La première des raisons, on a tout un petit côté marginal. Là, puis là, pour certains, ça va paraître très ordinaire, ce que je vais dire. De par la nature de mon travail, de par ma nature aussi, comme personne, je vais souvent me promener en forêt. Je vais me promener et j'ai l'habitude, la mauvaise ou la bonne habitude, je ramasse des noix. Je sais pas pourquoi, j'ai cette habitude-là, je ramasse des noix. Quand je vois des noix,
Parce que je ramasse des noix, puis un jour, je me dis, je vais planter cette noix-là, puis ça va donner un arbre. Puis dans mon auto, dans mes sacs à dos, dans mon sac à dos, dans mes poches de manteau, quand je remets mes manteaux, j'ai des noix. Puis il y a du monde qui trouve ça bien drôle, puis c'est un petit côté très marginal que j'ai, qui peut être banal, mais quand je l'explique, même des fois, je dis « OK, il me semble que je suis bizarre de vous expliquer ça. » Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'en arrière de ça, c'est toutes des noix qui sont différentes. Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a de différentes espèces. Je les connais toutes. Il y a du noyer noir, il y a du noisetier, il y a du carrier, il y a du chêne rouge, du chêne blanc. Ça peut nourrir un être humain, ces petites noix-là. Puis c'est des objets qui sont très inertes. Cependant, si on les met dans le bon contexte, dans le bon environnement, il y a un arbre magnifique qui va grandir. Ouais. Et ça, c'est peu importe l'environnement. Ça peut être dans la forêt boréale, dans la toundra. Pour ceux qui ont été marchés ou qui se sont promenés un peu, des fois, là, c'est juste sur le Mont-Royal, sur le bord d'une falaise, tu vois un arbre et tu te dis comment il a poussé là. Puis des fois, sur le bord de l'autoroute, tu vois un arbre puis tu te demandes. Fait que c'est juste c'est ça, c'est un peu l'image, l'analogie, la métaphore que je ferais par rapport à ces noix-là. Des fois, peu importe l'environnement dans lequel on est, c'est juste des conditions qui fait que quelque chose de merveilleux. Je finis sur une dernière des choses. Ouais. Dans cette diversité-là aussi, une forêt où tous les arbres sont pareils, c'est une forêt qui est fragile, qui est vulnérable à la maladie. Qu'est-ce qui est beau, c'est une forêt qui est résistante. Puis une forêt qui est résistante, c'est une forêt qui est composée de plusieurs espèces. Fait que c'est ma petite métaphore et la référence par rapport à cet objet-là. Je verrai plus jamais les noix de la même manière. ton pot de beurre de pinot, hein? Wow. C'est très intéressant. Oui, vraiment. Ben, écoute, ça me fait penser à notre premier épisode où on a la petite boîte de nerds derrière. C'est un peu le même type d'explication que Mélissandre avait, c'est elle qui l'avait amené. Fait que je trouve que c'est très full circle tout ça. Oui. Puis je tiens à dire que tu partages une passion, un hobby avec ma petite fille d'1 an aussi, de ramasser c'est un super hobby. Ouais. Ça explique ton surnom, l'écureuil policier. Ouais. L'écureuil roux. L'écureuil roux. Ouais. Ben merci. Écoute, je pense que ça monte là dans mes. Je me fais un petit podium informel dans ma tête des objets par rapport à l'explication et tout ça. La pâte à modeler était bien haute, mais là, celle-là, il remonte beaucoup. Ouais. Julien, je pense que tu vas avoir beaucoup de pression. Non, mais je trouve ça fort intéressant. Je me demandais, pour être bien franc, je me disais, mais où c'est qu'il va aller avec tout ça? Puis c'est quoi le lien avec la marginalité, dans le fond, avec le fait d'être en marge? Puis je trouve que c'est vraiment super pertinent. Certains diront que je suis paresseux. Moi, je dirais que je suis créatif, donc je n'ai pas amené d'objet. Donc, c'est très créatif, c'est très marginal de ne pas amener d'objet, de ne pas suivre ces consignes-là. Non, je suis vraiment juste paresseux. Non, j'ai juste pas suivi la consigne, j'ai juste pas amené d'objet. Puis je réfléchissais pour vrai en voiture, en m'en venant, je me disais, bon, j'ai pas d'objet, mais à un moment donné, ils vont me poser des questions pareilles, ils vont vouloir me dire, toi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'as à dire. Puis après ça, tu sais, je me dis, je veux un objet, il faudrait que je réfléchisse à c'est quoi pour moi la marginalité, c'est quoi je parle beaucoup de désaffiliation, je parle d'être, et je trouve aussi que le fait c'est tellement complexe, c'est tellement, il y a tellement d'éléments qui peut composer ou qui peut expliquer ou qui peut justifier ou qui peut être perçu comme de la marginalité ou d'autres que est-ce qu'il y avait un objet que j'étais capable de dire ça représente vraiment, est-ce que je pouvais le circonscrire, bravo de l'avoir fait. Après si je réfléchissais puis je me disais non, ça serait très très difficile. Fait que tu vois, je transforme mon côté peut-être un peu paresseux ou négligent dans une explication qui somme toute me semble pas si pire. Mais moi, tu m'avais avec... je suis marginal. Moi, je pense que c'est juste marginal. Mais oui, tout à fait. Non, mais c'est pour vrai, il y a vraiment ça. Mais je pense vraiment que c'est parce que la marginalité, ça dépend des personnes, comment ils l'aperçoivent. Il y a des gens qui vont percevoir des situations comme étant marginales et d'autres non. C'est tellement comme relatif. Et cette relativité-là, je pense que Frédéric, tu l'as bien expliqué en parlant de quelque chose qui était comme complètement en dehors de ce qu'on peut percevoir dans le travail qu'on fait comme étant la marginalité. Donc, tu ramasses des noix et tu nous expliquais quelle noix provenait de quel arbre. Et tout ça, je trouvais ça vraiment, j'étais comme, OK, il est vraiment connaissant.
connaisseur de ce sujet. Voilà. Mais on laissera un petit espace entre les objets, puis Ouais. ça sera l'espace Ça de vide Julien. de Julien. Je pense pas que je vais être dans le palmarès de Tristan. La différence, c'est attirant, là. Je pense que Tristan, il pourrait aimer. C'est encore drôle, puis ça me surprend pas que tu travailles pour l'anonyme, tu laisses pas de traces. C'est exactement ça. Bien joué. Bien joué. Ben, merci pour vos présentations étoffées et improvisées. Semi-improvisées. Maintenant, on parle de quoi aujourd'hui, Mélissandre? De la collaboration intersectorielle. Merveilleux. C'est quoi intersectoriel? Ou ça, c'est plus toi qui es bon dans les définitions. Les définitions? Ouais, Ben là. je te laisse aller. Le fait quand même en intro, là. Oui, ben en fait, intersectoriel, c'est entre divers secteurs, puis on provient de différents secteurs. Généralement, il y a le privé, le public et le communautaire, qui est appelé le tiers secteur. On n'a personne du privé vraiment ici, mais on a du public qui est en face de moi avec le SPVM, dans un sens, avec Julien et moi, dans le fond, je suis aussi présent parce que dans ma tête, je représente En Marche 12-17. J'ai pas mon hoodie ou mon chandail, malheureusement, mais je représente aussi ça. Puis on travaille tout ensemble aussi, notamment sur le programme Sphère qu'on va parler. Oui. Mais puis toi aussi, définitivement. Je pense que tout le monde qui a écouté le podcast doit savoir c'est quoi Sphère. Rendu là, on l'a répété quelques fois. Ça se résume à... On travaille avec des jeunes de 12 à 24 ans qui ont vécu une situation d'exploitation sexuelle. Puis on les accompagne. Pas mal la base. Puis avant qu'on débute, j'aimerais lancer une définition de la collaboration intersectorielle que je trouve bien intéressante puis qui met un peu la table, qui est Dany Fontaine qui a travaillé sur la collaboration intersectorielle. Moi aussi, j'ai la misère en itinérance. Puis voir un peu qu'est-ce que ça fait écho pour vous. La collaboration intersectorielle ne se limite pas à la volonté de travailler ensemble et à partager des ressources. Elle englobe également la mobilisation d'une capacité d'agir collectivement dans la mise en œuvre de projets impliquant plusieurs autres partenaires. Moi, ça me fait beaucoup écho à Sphère, notamment, parce que c'est mon dernier petit point de théorique pour cette présentation. Puis ensuite, on va y aller dans la discussion. Mais il y avait aussi Annie Fontaine qui nommait 5 types de collaboration intersectorielle, un peu en ordre de partenariat, à quel point il est tissé. Puis on a d'abord un rapprochement de pratiques, ce qui est comme, on est un peu... On est vraiment différents, mais on a envie de s'inspirer l'un de l'autre. Le deuxième, c'est de rapprocher les personnes physiques qui vont se connaître vraiment à l'intérieur des organisations. Troisième, c'est d'avoir des postes pivots à l'intérieur de ces organisations-là, mais toujours dans le but d'aller ramasser de l'information, de travailler un peu sur un projet spécifique. Le quatrième, c'est plus une entité passerelle, comme ce qu'on connaît souvent comme des communautés de pratique, des tables de concertation, puis c'est ça, des comités X, Y, Z. Sphère est partie de là, en fait. Puis à la base, je pense que Sphère était ça justement aussi, parce que je pense que le 5e n'existait pas trop, en tout cas c'était plus méconnu, qui serait le intégré. Puis on dit souvent que c'est une action de collaboration, j'oublie un mot, mais intégrée, en fond, ouais, l'action... Oh mon Dieu, tu viens de... Multidisciplinaire. Non. C'est quelque chose que j'ai tellement répété, puis j'ai un blanc en ce moment. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de dire que c'est une... Concerté et intégré. Concerté, intégré, ben c'est ça, la concertation. Mais on n'est pas dans la table de concertation où tout le monde échange un peu, on travaille ensemble. Là, vraiment, le intégré, c'est une structure conjointe à une offre de service vraiment spécifique qui se défait un peu de ces organisations-là, qui crée autre chose. Puis je pense que le 6e, ça serait de créer un autre organisme entre nous qui serait vraiment porteur d'une mission différente, mais on n'est pas là. Non. On veut demeurer notre organisation, puis on veut travailler ensemble vers la mission que tu as dit, dans le fond, de soutenir, d'accompagner les jeunes de 12 à 24 ans en situation passée ou présente d'exploitation sexuelle par rapport à Sphère. Fait que voilà, je voulais voir un peu, est-ce que ça a fait écho un peu de votre côté, ces définitions-là, puis est-ce que vous avez beaucoup de collaborations de ce type-là intégrées de votre côté? Là, on va popcorn. On va popcorn. Je peux y aller. La réponse, c'est non. C'est très peu existant. C'est difficile de travailler de manière concertée. C'est difficile de collaborer. C'est difficile d'être en partenariat. Même avec des personnes, des groupes ou des ressources avec qui on est proche, ça demande du temps, c'est plus long. Puis moi, comme personne, j'ai besoin que les choses, j'ai besoin qu'il y ait des résultats, que ça avance, c'est tout ça. Fait que personnellement, je trouve ça difficile, mais
en général, je pense que c'est pas facile. Est-ce que les résultats, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Puis pas juste des résultats en termes de, il y a eu un processus qui nous a amené un résultat. On veut écrire une lettre conjointe, 5 organisations ensemble, on écrit cette lettre conjointe-là, et on se dit, hey, c'est une belle lettre finalement. Ben oui, ça fait une belle lettre au bout du compte, puis hey, on est tous bien contents avec cette lettre-là. Mais je pense qu'il est encore plus important, c'est le processus qui mène à l'écriture de cette lettre-là. Donc, c'est les rencontres, c'est les obstinations, c'est parfois les irritations, c'est parfois les faux pas aussi, etc., qui nous amènent à faire ce travail-là. Je pense que Sphère, pour moi, a été ça, mais à la puissance 10. Dans le sens... Tu me fais le signe, ouais, 10, j'aurais pu dire 100. Hein, même pu dire 100, ça aussi. ouais, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on créait, c'est pas on n'avait pas, l'idée, c'était pas de dire, hey, on va avoir un résultat à la fin. Ce qu'on créait, là, c'est un nouveau carré de sable. Ouais. Pour moi, c'est ça, quand on parle d'action intégrée, on parle d'action intégrée, on parle de concertation intégrée. C'est ça qu'on fait. On crée un carré de sable qui n'est pas le carré de sable de l'anonyme, ni d'En Marche, ni du SPVM, ni de personne d'autre qui est autour de la table. Mais tout le monde y a mis un petit peu, une pelletée de terre un peu. Puis là, ça donne une façon de travailler, ça donne une philosophie, ça donne une culture, ça donne... Et après ça, on reste tout autour de ce carré de sable-là et on s'assure qu'on le maintient finalement. Puis que tout le monde est à l'aise avec les espèces de clôtures de bâtons de bois qui délimitent finalement ce carré de sable-là. Et ça, pour moi, c'est malgré... les écueils qu'il peut y avoir, c'est tout un défi et c'est ce que relève Sphère depuis maintenant 8 ans. Ouais. C'était pas pire. Donc, depuis 8 ans, effectivement. Ouais. C'est vraiment comme ça que moi, je perçois le travail intégré. Souvent, il y a des gens qui ont parlé, le partenariat dans Sphère. Non, c'est pas du partenariat dans Sphère. Non, c'est plus. On est beaucoup plus loin. On est complètement ailleurs. Puis, quoi qu'on en pense, je veux dire, pour moi, c'est... J'imagine que c'est pas unique. Il doit exister d'autres projets comme ça. Mais, ce que moi, je connais, avec quoi je travaille, non, Sphère est assez unique en son genre. Ouais. Mais puis dans ce que je connais aussi au niveau de l'intervention concrète là, avec des jeunes mineurs en plus, j'en connais pas d'autres à ce niveau-là. Fait que, tu sais, en incluant autant de partenaires différents, là, tu sais, parce qu'on a l'anonyme, on a vous aujourd'hui, là, le SPVM, mais il y a aussi le Centre Jeunesse, tu sais, qui est une autre entité en soi, quelque chose aussi. Il y a, Batcha, qui est l'autre Centre Jeunesse. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de monde, Marie-Vincent, ça fait beaucoup de monde de milieux différents. Puis le but ultime, c'est de travailler avec le jeune dans le centre. C'est cette capacité-là de se compléter. Oui, c'est ça. Parce que chaque organisme, on a toutes nos limites. Oui. Puis là, on se complète. C'est ça qui est beau du programme Sphère. Puis souvent, l'image, pour ça s'appelle Sphère. Oui. On est... Une sphère avec un S. Exactement. On se complète, mais on sait pas, on se complète, puis on ramène ça après ça dans nos affaires. Puis tout ça, on se complète, mais on reste. C'est comme si on demeurait finalement dans. Parce que c'est le fameux carré de sable dont je parlais, ou les sphères, peu importe. Mais on reste là-dedans. On peut pas dire, hey, je suis dans une rencontre de concertation, je suis dans une table de concertation, je contribue, j'amène mon point, j'amène mes éléments, puis tout ça. Puis là, ensuite de ça, je m'en retourne avec mon petit bonheur, puis je prends qui me fait mon affaire de ce qui a été discuté là, puis ce qui fait pas mon affaire, je le prends pas, puis c'est tout. Là, c'est pas ça. Non. Là, il faut dealer avec ce qui fait notre affaire, puis parfois ce qui fait moins notre affaire. Et ça, c'est le grand défi. Puis tu l'as dit, tu viens de le dire, Mélissandre, pour moi, ce qui est l'enjeu central, ce qui est le plus important, c'est qu'au bout du compte, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui sont accompagnés. C'est des jeunes que sinon, se retrouver dans des situations, je dirais, catastrophiques ou encore plus catastrophiques. Mais c'est des jeunes qui sont accompagnés, c'est des jeunes chez qui on offre des possibilités justement d'améliorer leur qualité de vie, puis de faire des choix éclairés. Puis si on pourrait pas le faire, on pourrait moins le faire en n'étant pas dans ce type d'intervention-là ou de travail-là, ou de collaboration-là. Voilà. Puis on ira dans le pourquoi peut-être un peu plus tard. Tu sais, c'est intéressant. Puis je voudrais que tu dis quelque chose de super intéressant aussi par rapport au fait de... On a chacun des limites. Puis je pense que c'est un élément dans ce que tu dis, Julien, qui est souvent mal fait. Tu t'en vas prendre un peu ce que tu veux, tu reviens, mais tu te dis, j'arrive un peu comme expert de mes affaires, j'arrive là, je repars. Si tu veux travailler dans quelque chose d'intégré, je pense que la première étape, ce qui est plus difficile, c'est de dire, j'arrive, puis moi, j'ai vraiment des limites, puis moi, il y a des choses que je peux pas faire, puis j'ai besoin d'eux autres. Puis tu peux pas arriver en position d'expert et je sais tout, ou en tout cas, tout ce que je fais fonctionne bien. Il faut vraiment que tu puisses reconnaître ça. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on est capable de le faire aussi, c'est qu'on a appris à se connaître. C'est ce qui a été le plus difficile, je pense, au début. Là. L'ouverture qu'on a l'un pour l'autre,
Ça, c'est essentiel parce que puis je vais parler en mon nom personnel. Tu sais, mes œillères, tu sais, moi, j'ai un profil, j'étais enquêteur. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est combattre le crime. Tu es beaucoup plus dans une répression, dans le sens envers les criminels, ceux qui exploitent. Puis là, quand tu arrives autour de gens qui disent, mais il n'y a pas juste ça, on parle de centrer autour de la personne, comment on peut travailler ensemble. Puis là, OK, tu vois tes limites comme policier. Puis là, tu vois, OK, il y a d'autres philosophies, il y a d'autres approches, mais on veut toutes la même chose. On veut toutes la même chose. C'est de... Tu sais, un peu comme je faisais l'analogie, on veut créer un environnement où ce que des gens qui n'ont pas la même chance que nous, là, créer des opportunités, créer un environnement où ce que cette personne-là peut se développer, peut aller chercher des ressources. Ouais. Ben, c'est ça qui a été beau dans le film, mais qui reste toujours et restera probablement toujours difficile parce qu'il faut qu'on se le rappelle. Il y a du changement de personnel, il y a du... Bon, puis après ça, chacun arrive. On dit souvent que les gens qui arrivent dans le sphère, il faut qu'ils mettent leur chapeau sphère. Fait qu'ils ont leur background, ils ont leur expérience, ils ont leur employeur, leur organisme. Mais quand ils arrivent dans le sphère, il faut qu'ils mettent un petit chapeau de plus de comme, viens doser là, un peu. Puis on pense jeune, on pense intervention, puis tu sais, on veut aider la personne. Fait que chacun reste quand même, tu sais, un policier reste un policier. Mais dans sphère, il doit avoir son chapeau sphère qui l'amène à je combats pas le crime aujourd'hui. Je suis là pour essayer de voir comment qu'on peut l'accompagner. Puis la confiance de ces personnes-là, ça se mérite. Fait que tu sais, où je vois, tu sais, c'est parce que quand tu changes ta philosophie-là, c'est ça. Ton approche est différente. Comme individu, ça te change. Tu sais, c'est ça. Ça prend du temps, puis justement, ça a pris du temps. Je sais pas si tu voulais. Tu sais, tantôt, ta émission t'a dit que ça avait commencé différemment, plus au niveau 4 là, sur 5, plus niveau table de concertation, comité, tout le monde travaille ensemble en partenariat. Ouais, si on repart du début. Toi, tu es un peu dans les plus anciennes qui ont vraiment été là depuis le début, même si c'était à l'intervention au début. Puis peut-être que Julien pourra mettre un petit mot là-dessus aussi, mais comment est-ce que ça a démarré tout ça, là, de devenir quelque chose de plus intégré? Bien, je vais y aller avec ce que je sais à mon niveau à ce moment-là, au niveau de l'intervention. Là, mais ça a commencé en 2017. Puis dans le fond, c'est qu'il y avait Martin Pelletier, qui est un intervenant du Centre jeunesse, puis René André, qui est une personne qui travaille à l'UJD, donc Institut universitaire jeunes en difficulté. Puis eux, ils allaient beaucoup dans les tables de concertation, ils côtoyaient beaucoup de partenaires, puis ben un peu comme on disait tantôt, ils partaient, ils prenaient ce qu'ils voulaient, ils revenaient, puis à chaque fois qu'ils arrivaient pour se dire « Hey, on devrait intervenir ensemble. Centre jeunesse, des jeunes en fugue, en marge, on fait quelque chose. » Ben, tu sais, chacun travaillait un peu de son bord, puis ça tombait. Puis là, ils se sont dit, ben écoute, En Marge, l'Anonyme, le SPVM, on est tous des gens qui travaillons avec des jeunes en situation d'exploitation sexuelle ou quand il s'agit d'intervenir avec eux directement, il y a comme pas grand-chose qui se fait pour mettre un filet de sécurité, pour travailler avec eux. Fait que pourquoi on se met pas tous ensemble pour amener un service à ces jeunes-là? Puis, ben, ils ont créé, ils ont rempli... une subvention qui a Ça commence avec du cash, toujours. Ça va toujours là. qui a été accepté, il a été mis sur pause parce qu'il y a eu un changement là, en lien avec la politique et tout ça. Bref, on saute cet épisode et finalement en 2017, on a commencé. Fait qu'on s'est installé un intervenant par organisation dans le fond. Fait qu'un intervenant pour l'Anonyme, pour En Marche qui était moi à ce moment-là, les survivantes du programme, le programme des survivantes du SPVM. Marc-Vincent à ce moment-là n'était pas là. Fait qu'il y avait une personne de Batcha. Puis j'oublie de quelqu'un? Non. Une personne sans jeunesse. Ouais. Puis on s'est assis, puis on a même été jusqu'à créer, trouver le nom Sphère, pourquoi on voulait ça. Puis bon, la fleur, puis dans le fond, c'est les signes les couleurs des partenaires qui forment Sphère. Puis après ça, pendant 1 an, ça a été de s'asseoir, d'avoir des formations, de se tirer les cheveux un peu de... Moi, j'étais en travail de rue, puis Martin, c'était un éducateur, puis lui était comme, non, un jeune qui fait ça, il faut qu'on fasse ça. Puis moi, je suis comme, ben non, il faut prendre son temps, il faut là... Fait que là, comment qu'on réussit à se retrouver au milieu pour que tout le monde soit à l'aise de travailler ensemble, tu sais, même avec les policières, c'était là. Quand on parle de violence conjugale, nous, on a des obligations d'agir. Fait que là, comment qu'on fait pour pouvoir se parler sans mettre personne dans un malaise de... Fait que ça a été vraiment ça pendant 1 an. Puis après ça, on a commencé à intervenir avec les jeunes. Puis, tu sais, je dirais que c'est encore, même à ce jour, là, après 8 ans, tu sais, c'est pas un petit fleuve tranquille. Il faut toujours qu'on se rappelle, qu'on se ramène. Mais la confiance est là, puis on sait travailler ensemble. C'est ce que j'ai. Puis là, Marc-Vincent s'est joint à nous aussi pour le côté ça prend des gens engagés et passionnés. Oui, vraiment. Pour
naviguer dans Oui. tout ça. Vraiment. Avec le temps. Puis je pense qu'on réussit là, avec tout ça. Là. Je pense que c'est vraiment un beau projet. Puis les jeunes nous le disent souvent. Là. On voit des belles réussites puis tout. Mais Ben, c'est la base, justement. Je pense que c'est ça qui nous rallie beaucoup, là, c'est de penser que les jeunes, il y a vraiment un impact qui est positif dans leur vie. On a eu des 2 jeunes, justement, de Sphère qui sont venus sur le Ouais. podcast en parler. Fait que, ouais. Ouais. Fait que ben, c'est ça. Je sais pas si vous ajouteriez quelque chose à vos souvenirs de. Ben, c'est une super illustration, je trouve, que ce que tu viens de faire là, de justement l'intégration. Tu sais. On parle d'un projet, d'un programme d'action intégrée. Ben, c'est exactement ça. On co-construit, on co-bâtit ensemble ces façons de faire là. Après ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, je pense que ça ne le sera jamais. Non, c'est ça. Ça ne le sera jamais parce que tu as parlé tantôt, Frédéric, de changement. Oui, au niveau RH, ça, c'est une chose. Des personnes qui reviennent, puis là, qui questionnent des trucs, puis disent, oh non, pas encore cette discussion-là. Tu sais, parce que les autres, ils reviennent avec pour eux autres, pour ces personnes-là, des nouveaux trucs. Puis là, tu fais, non, c'est pas vrai. Mais ça fait partie de la game, puis c'est bien correct. Moi, je pense que ça nous force aussi à nous re-questionner. C'est pas parce que tu as réglé un truc une fois, il y a 5 ans, que c'est le même enjeu revient, puis c'est pas le même contexte nécessairement. Fait que ça se peut que la réflexion, puis les actions qui vont être posées vont être différentes. Moi, depuis le jour 1, je trouve ça confrontant. À l'anonyme, je trouve ça hyper confrontant. Parce que ça nous amène à avoir des discussions et des réflexions qui parfois graffignent avec ce qu'on est, ce qu'on veut être, avec notre philosophie, avec nos approches. T'sais. Puis je le dis, puis je regarde, puis peut-être ça peut graffiner de votre bord aussi, peut-être ça peut graffiner chez d'autres partenaires ou chez d'autres acteurs et actrices qui sont au projet Sphère, parce que tôt ou tard, quand on fait cette espèce de melting pot-là qui fait l'intégration, mais ça reste que c'est pas statique, là, ça se promène, tout ça. Et je crois que il y a des actions à mener ou des décisions ou des éléments qui peuvent se poser. Et là, ça vient, wow, attends une minute, là, nous autres, l'anonyme, parce qu'il y a des limites, on parlait de limites organisationnelles, c'est ça, l'anonyme peut arriver, ou n'importe quel autre partenaire peut arriver et dire, non, ça, moi, je veux pas aller là, tu sais. Ou ça, je suis pas à l'aise d'aller là. T'sais. Ce qui m'a toujours, moi, ramené à se faire, encore une fois, puis vous l'avez dit, puis on l'a redit, mais c'est l'accompagnement qu'on fait aux personnes, à ces jeunes-là. Mais des fois, je prends des grandes respirations. Je pense que ça demande d'être conciliant. Ça demande de prendre un pas de recul. Ça demande aussi de nommer les choses. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Puis nos expériences sont différentes. Tu sais, ce que toi, comme intervenant, je veux dire intervenant à l'anonyme, c'est correct? Tu as vécu des choses, tu as eu des contacts avec des jeunes qui t'ont amené aussi à bâtir tout ce que tu peux penser, réfléchir ou te positionner par rapport à ça. Alors que par rapport à mon bagage comme policier, ben moi, je me retrouve avec... Tu sais, j'ai des témoignages que tu as eus de jeunes versus les témoignages que j'ai eus de d'autres jeunes. Sans doute, ils se ressemblent, mais on développe une pensée différente par le type d'histoire à laquelle moi j'ai été témoin versus... Sans rentrer dans les détails, ben moi, quand je me retrouve à prendre le récit d'une victime, ben c'est pas rose. Et je dis pas que c'est rose de ton côté, mais on a une approche... différente, tu sais, parce que quand moi j'arrive avec une victime qui me raconte son histoire, je fais OK, comment que je peux mettre fin à des personnes qui l'exploitent et l'accompagner nous, aussi. admettons, c'est qu'en marche qu'à l'année, on peut avoir des versions plus joyeuses un peu, si on veut, des meilleures expériences que vous n'avez pas accès nécessairement à vous. Quand ça arrive à vous, c'est des plaintes, c'est des histoires quand même d'horreur, puis tout, tandis que nous, on peut en avoir aussi, là, définitivement. Mais on a un côté aussi où on a accès à des personnes qui veulent faire ça, qui sont bien dans ce qu'ils disent vouloir faire et tout ça, ce que vous avez peut-être moins accès, je pense. Ben là, on fait la différence pour moi, là, si je peux me permettre. Oui, définitivement. Là, puis entre le travail du sexe, effectivement, et des situations d'exploitation sexuelle. C'est chez nous, à la NATIM, on fait cette différence-là énorme. Puis je pense que, tu sais, à un moment donné, la définition de travail du sexe, elle est pour moi très, très... Elle est assez large dans le sens où il y a un concept qui est central, qui est l'agentivité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une personne, tu sais, si elle fait le choix conscient de, ben, tu sais, après ça, notre job pour nous à l'anonyme, c'est de l'accompagner dans les choix que cette personne-là va faire. Et c'est pas de dire fais tel choix, fais tel choix. Ben, tel choix, il va y avoir tu sais, on voit ensemble, il y a telle conséquence positive, telle conséquence négative. Et tel autre choix, c'est. Il y a aussi les différents types de conséquences. Puis là, à un moment donné, tu fais un choix, mais on va t'accompagner dans ce choix-là. La philosophie, elle est beaucoup plus là. T'sais. Tandis que quand on est dans des situations où
parce que les situations d'exploitation sexuelle sont aussi présentes. Il y a des situations où tu fais, OK, la personne, elle subit, point. Exactement. Elle est dans une situation où elle subit. Et là, ça n'a plus de sens et tout ça. Mais je pense que le travail qu'on fait à se faire, c'est de dire comment on fait pour que cette personne-là soit plus dans cette situation-là de subir. Parce que quand tu subis, tu peux jamais reprendre le contrôle. Tu reprends pas ce contrôle-là, parce que quand tu subis, tu tiens plus les rênes. C'est plus toi qui choisis, tu fais juste subir. Quand tu es une victime, c'est ça. Et il y en a, et ça fait partie des sujets. C'est pour ça qu'entre autres, qu'il y a Sphère et plein d'autres interventions et tout ça. Mais je crois vraiment qu'à ce moment-là, le travail, c'est vraiment que les personnes reprennent. On parle beaucoup d'empowerment. Reprennent certains contrôles, reprennent finalement les rênes, parce que c'est à ce moment-là qu'elles vont pouvoir justement prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'elles vont améliorer leur qualité de vie. Moi, je le vois vraiment de cette façon-là, et de faire cette distinction-là, c'était exactement la raison pourquoi à l'origine il y avait eu le programme des survivantes du SPVM. Puis encore là, on avait des limites, puis c'est là que l'action concertée avec Sphère, c'est là que ça prend tout son sens. Fait que c'est cette évolution-là, moi je trouve que j'ai pu être témoin. Tu sais, là, comme je disais tantôt, depuis 2010, là, je la vois l'évolution. Puis d'être là, pour moi, d'être avec toutes vous autres, c'est un privilège. Tu sais, de dire, hey, on est rendu là. On est rendu là parce qu'on a tous le même objectif. Tu sais, que ce soit que les gens retrouvent justement une prise de contrôle dans leur vie, on réduit les risques. On a des parcours différents, mais on se regroupe tous. Tout autour. Ça, c'est une richesse. On est chanceux comme société. Là. Je m'éloigne peut-être un peu. Mais c'est une chance qu'on a. Là. Puis on choisit comme groupe, comme partenaire, comme acteur et actrice de rester à Sphère. Oui. Tu sais, parce qu'on pourrait bien se dire, hey, ça me correspond plus, je m'en vais de là. Ça correspond plus, je pense que ça correspond pas à la philosophie de nos organisations. On pourrait se dire ça. Puis rester dans les stéréotypes. Mais mais on demeure là parce qu'on y voit une plus-value. On y voit une plus-value pour les jeunes dont les questions. C'est sûr, sinon on serait plus là. Puis tantôt, tu disais quand ça les gratigne aussi que, mettons, parce que bon, c'est confrontant, l'anonyme, tout ça, mais une chose aussi qui est beau, mais qui est encore plus difficile d'en se faire, j'ai le goût de dire, c'est qu'on va pas de l'avant si personne va dans la même direction. Fait que si l'anonyme fait moi je suis pas certain, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on se faire on continue à discuter puis on agit quand on a l'accord de tous. Fait que on est vraiment c'est pour ça intégré là, c'est que c'est vraiment tout le monde. Ça pourrait pas fonctionner, mais en même temps d'un autre côté, on dit l'anonyme, n'importe quel autre partenaire. Oui, tout à fait. Oui, mais on va parler de l'anonyme, on va en parler, c'est correct. Dans le fond, si l'anonyme est tout le temps la personne ou le groupe qui fait non, pas ça, non, pas ça. Là, on a un enjeu. C'est de trouver justement cette espèce. Puis là, moi, ça me questionne à travers les années. Des fois, j'ai eu des questionnements à me dire, là, on est-tu en train. C'est une chose qui empêche finalement le projet de fonctionner. On est-tu rendu là à empêcher ça parce que on est tout le temps, on a l'impression de souvent être les personnes qui font comme non, pas ça. Mais des fois, c'est vous qui ramenez aussi puis qui nous permettent de réfléchir. Exactement, plus loin, mais si on est encore là, puis si ça fonctionne, puis si vous voulez aussi qu'on soit là, puis personne nous a dit allez-vous-en, on n'est plus capable de vous sentir, c'est parce que justement, on amène quelque chose puis on retire aussi. Je pense que c'est bidirectionnel tout ça. À moins d'un point de vue vraiment extrême, je pense que votre présence, par exemple, dans ce que tu dis, serait nécessaire parce que si tu viens à réaliser, mettons, une des pétales de la fleur a plus sa raison d'être pour que la fleur puisse continuer. C'est beau, hein, je sais pas trop comment ça marche, là, ça, la végétation. Mais dans le fond, si vous êtes rendu à vous dire ça, je me dis, c'est pas bon, là, la fleur va se détériorer puis va devenir complètement d'autres choses. On veut que vous soyez là, puis ça graffigne pour des raisons pertinentes. Oui. On veut que ça graffigne de chaque bord. Puis je pense que ça nous aide un peu, cette différence-là nous aide, moi, ce que je remarque dans nos organisations, à se redéfinir dans nos organisations, puis à dire, c'est quoi qui est réellement important là, pour En Marge? Là, pourquoi je vais aller me battre, puis pourquoi est-ce que je vais dire ça n'a pas de bon sens? Puis est-ce qu'il y a des éléments que par le passé, comme tu disais, ça avait chatouillé un petit peu, mais finalement, on va se replancher là-dessus, puis on va réaliser que peut-être que non, ça a du sens. Puis je pense que si on avait juste quelques personnes en écho, mais là, on est quand même très, 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 très intersectoriel. On a plein de monde qui travaille tout autour de la problématique de l'exploitation sexuelle. Fait que si tout le monde est là, puis tout le monde, on arrive à un certain consensus sur certaines choses, mais ces certaines choses-là n'ont pas trop le choix d'être pertinentes quand même, parce que sinon, ça veut dire que tout le monde se trompe sur toute la ligne, ce qui est, j'ose croire que c'est pas ça. On a quand même un peu d'agentivité, de volontaire. Oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'on a tous des mandats différents, puis
Justement, je me demandais, il y a évidemment un gros acteur qui n'est pas présent avec nous en ce moment, qui est la DPJ aussi, quand on travaille avec les jeunes mineurs. Je voulais savoir un peu comment est-ce que vous voyez ça de votre côté, la collaboration avec la DPJ de chacun de vos organisations versus comment on le fait dans la sphère. La question est... Oui, non. Nous, la DPJ, ça a toujours été un partenaire. Je pense qu'on est des partenaires dans le sens qu'on est institutionnel, gouvernemental. On a nos réalités. On est appuyé sur la loi, sur nos restrictions ou des fois les limites que ça l'apporte. Je pense que essentiellement tout ce qu'on veut, c'est avoir des jeunes qui se retrouvent pas dans cette situation de compromission. Nos relations avec la DPJ, dans le fond, peut-être je pourrais poser la question, les relations de la DPJ avec le SPVM, c'est toujours imparfait, mais on réussit à fonctionner, puis ça fonctionne très bien, je peux dire. Tu sais, tous les enjeux de signalement, tu sais, moi, ça fait des années, parce que j'ai eu justement comme superviseur d'enquête, j'avais régulièrement affaire avec eux par rapport à des signalements, puis les ententes multi. Somme toute, ça allait bien. Et puis on comprenait les deux que il y a des jeunes qui n'étaient pas prêts à aller de l'avant dans le parcours judiciaire, si je peux dire. Ouais. Et c'est là que, OK, comment qu'on peut accompagner ces jeunes-là? Peut-être que l'intervention du programme Survivante, c'est pas la bonne chose. Peut-être l'intervention des intervenants de la DPJ, c'est pas qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est où est-ce qu'on peut soutenir, accompagner ce jeune-là, justement pour y aller en réduction des risques, réduction des méfaits. Mais la collaboration, pour revenir à la question, moi, j'ai toujours eu une bonne collaboration. J'ai eu affaire avec des gens très engagés qui ont soutenir les jeunes à cœur. Oui, puis t'as pas une question piège. Là, non, je sais, non. Je suis pas sa défense. On travaille nous autres ici pas mal avec. Puis c'est central dans le sens où, quand on parle d'exploitation sexuelle, oui, il peut en avoir au-delà de 18 ans, mais au centre de la loi, puis c'est ça un peu qui nous rattache aussi parfois, c'est qu'en bas de 18 ans, juste pour le rappeler aux gens qui écouteraient quand même, que la loi dit tout de même que toute personne mineure est en situation d'exploitation sexuelle et que le travail du sexe n'est pas possible. Oui, c'est automatiquement l'exploitation sexuelle quand c'est mineur. Mais moi, j'ai une question par rapport à la collaboration de la DPJ qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais je vais quand même me lancer. Si tu aurais à dire la différence de mandat au niveau des mineurs là, entre la DPJ puis les policiers, parce que les deux, vous avez un mandat d'une certaine façon de protection et de sécurité, mais ça serait quoi, mettons, la différence entre DPJ et SPVM, par exemple? Dans le mandat de protection? Oui. Dans le mandat de protection, si un jeune veut dénoncer cette situation-là, le SPVM, la section exploitation sexuelle va être là, de par les enquêteurs, pour mettre un filet de sécurité au niveau de son proxénète, son trafiquant, là, la personne qui veut l'exploiter. C'est au niveau d'utiliser la loi pour la protéger, cette personne-là. C'est de la protéger, mettre fin à cette situation-là, arrêter la personne qui l'exploite. Si jamais il y a une poursuite du contrôle, des bris de conditions, nous, on va mettre des mesures pour l'aider autour de cette personne-là. Donc, dans un volet où que la personne dénonce une situation d'exploitation, je pense qu'au niveau de la DPJ, puis là, mais t'es pas la DPJ, là, mais... Je ne veux pas parler au nom de la DPJ, mais la DPJ, c'est justement de s'assurer que cette personne-là ne se mette pas en danger. C'est ça. C'est comme ça que je le vois, mais je vais leur laisser répondre pour les mesures qu'elles mettent en place. Mais c'est juste que des fois, on peut confondre un peu, tu sais, en considérant que les deux, vous êtes institutionnels, puis qu'il y a un mandat de protection, mais tu viens de le dire, en effet, c'est que vous autres, c'est plus au niveau de mettre un filet de sécurité, d'arrêter, de quand il y a une plainte, de mettre les effectifs en place. Puis la DPJ, c'est un mandat de protection, mais qui se fait différemment. Là, donc, héberger la jeune ou mettre un intervenant qui va pouvoir soutenir et aider la famille. Là. Il y a le développement aussi. Il y a le développement lié à ça. Là, qui est moins présent quand même. C'est plus on arrête une situation avec les autres. Là. Je peux dire des choses là-dessus aussi. Je peux tellement dire des choses. Je pense que, non, mais bon, premièrement, on s'entend que, en tout cas, moi, je perçois que dans le milieu communautaire et général, la DPJ a une très mauvaise réputation. Là, ça surprise personne. Mais vous collaborez avec autant que nous, tu sais. À tort ou à raison, mais j'ai envie de l'illustrer, le propos là-dessus. Ben oui, il le faut, là, je veux dire. En 2017, on a ouvert à Montréal les premiers services de consommation supervisés, puis j'ai
participé à la formation, à l'animation de formation des équipes d'intervention qui étaient là sur place. Puis c'était vraiment des équipes mixtes. Il y avait des gens du milieu communautaire et des gens du réseau de la santé. Et dans le fond, lorsqu'il y avait, il y avait des mises en situation, puis là, ça disait, là, il y a un jeune ou une jeune de 14 ans qui vient dans un service de consommation supervisé et qui veut utiliser la salle de consommation, le site de consommation. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, bon, ben là, la question du signalement embarque et tout ça. Et là, ça brasse, tu sais, parce que t'as beaucoup de personnes du milieu communautaire qui sortent puis qui font comme, non, on signale pas, puis tout ça, ou ça prend du temps avant qu'on signale. Puis là, t'as les personnes du réseau de la santé qui font, non, attends une minute, là, rapidement, il y a une évaluation, il y a une grille claire là-dessus, puis si le jeune est en situation de compromission, on signale rapidement et tout ça, tu sais. Et après ça, dans les stratégies, tu mets les jeunes au centre de ce signalement-là, tu lui dis pas, t'es sneaky, puis ouais, après ça, il y avait toutes sortes d'éléments, puis là, ça brasse. Puis il y a une personne qui était là, qui travaille maintenant chez nous, à l'Anonyme, et qui a dit, moi, je suis né dans un autre pays, j'étais intervenant dans un autre pays où il n'y en avait pas de DPJ. Puis vous voulez pas voir ça. Ça nous ramène un peu en disant qu'on peut critiquer, parce que oui, il y a des critiques à y avoir, clairement. On peut aussi, je crois, être peut-être parfois un peu moins rapide dans la dénonciation, puis de le travailler avec le jeune, puis d'aller chercher, parce que le jugement au niveau de la situation de compromission, tout dépendant de sur quoi tu te bases finalement, ou quels sont tes... Ben oui, exactement, ça peut être bien différent. Tu sais, quelqu'un qui travaille toutes les nuits auprès de populations qui sont dans des situations d'itinérance, grande désaffiliation et tout ça, puis quelqu'un qui est habitué de travailler une infirmière qui travaille dans un GMF normalement de jour, aura pas les mêmes balises ou les mêmes bases ou les mêmes référents pour pouvoir signaler ou pas signaler ou évaluer une situation de compromission ou pas. Donc, c'est vraiment ça qui va être différent. Donc, ça, c'est un. Mais après ça, pour moi, et là je vais faire un gros statement, c'est essentiel, bien qu'imparfait, là, c'est essentiel dans notre société. Là. Je veux dire, il faut avoir cette instance-là qui est là et qui permet justement de pouvoir accueillir des jeunes qui sont sinon complètement délaissés de toutes sortes de façons. Et souvent, c'est ça la réalité. Après ça, il y a des situations qui arrivent qui n'ont pas d'allure, puis il y a des situations... Tout ça existe. Ça existe partout et tout ça. Puis c'est encore plus grave parce que ça touche des jeunes, ça touche nos jeunes, les jeunes de notre société et tout ça. Ça vient nous chercher bien gros, puis tout ça. On a entendu parler plein, pas besoin de donner d'exemple. Sauf que, je veux dire... S'ils sont pas là, qu'est-ce qui va arriver? Si ce système-là aussi... Ouais. Puis c'est tout l'aspect, je terminerai là-dessus, mais c'est tout l'aspect légal aussi, puis c'est ce qui est... T'es à côté de moi, Frédéric, le légal, on est là beaucoup, le SPVM et tout ça, mais c'est aussi ça quand on parle de la DPJ, tu sais, c'est des aspects légaux, et ça, c'est très, très contraignant. C'est hyper contraignant. Puis je le dis pas de manière péjorative, c'est pas ni négatif ou positif, je dis juste que ça reste que c'est les lois, c'est contraignant. Mais je pense que ça manœuvre c'est pas la même. C'est ça. Je pense que ça aussi à DPJ, je trouve que c'est très contraignant. C'est bien évident. Puis j'aime beaucoup, Julien, ce que tu dis. Il faut juste pas tomber dans le piège de, tu sais, souvent on le vit là, comme policier, mais on pourrait aller dans le système de la santé. La DPJ, c'est comme quasiment une personne, puis on pas la diabolise, mais pourtant, en arrière de ça, là, je suis sûr qu'on connaît tous des bons policiers, policières, on connaît des bons médecins, des gens très engagés, des intervenants de la DPJ. Fait que des fois, il faut pas tomber dans ce piège-là de stigmatiser ou de préjuger ou de biais, puis tout ça. Mais il faut surtout pas non plus banaliser puis mettre en dessous du tapis des situations qui ont mauditement pas d'allure. 100% et qui sont complètement catastrophiques et qui sont arrivées et qui vont pas arriver parce que où l'humain, il y a de l'humanerie, c'est ça qu'on dit? Oui. Voilà. Mais c'est ça. C'est parfait. Oui, exactement. Ça fait raison. On s'entend bien. Oui. Ben, c'est ça. Vous êtes vos propres chiens de garde. Puis justement, ça amène à une question un peu plus large aussi, mais par rapport quand même à vos organisations respectives. Moi, je pense que, puis c'est ce que je vois, c'est mon opinion, je vous la partage. Je pense qu'il y a une solidarité qui se crée hors projet aussi. Je pense que de notre point de vue, en marge, par exemple, on va voir avec ce projet-là, je pense à Sphère, par exemple, qui est intégré, où on collabore, puis on apprend à vraiment voir le point de vue, puis la vision de l'autre sur des enjeux autant macro que micro, sur des petites situations de jeunes, pas petites situations de jeunes, mais en tout cas des situations plus terrain, disons. Dans d'autres projets, dans d'autres sphères, moi, ça m'amène à me dire, OK, ben
peux essayer. Je vois peut-être, j'ai plus le réflexe d'aller réfléchir à c'est quoi le point de vue du SPVM ou c'est quoi le point de vue de la DPJ, par exemple, ou de d'autres organisations qu'on n'aurait peut-être pas eu avant si on n'a pas d'abord des humains, des visages devant nous, mais aussi des explications à maintes et maintes reprises de pourquoi est-ce qu'ils agissent de telle manière, puis c'est quoi les principes qu'ils défendent. Fait que je voulais savoir un peu, vous laisser un peu vous exprimer là-dessus. Est-ce que vous voyez à l'extérieur du programme Sphère, ça peut être dans l'exploitation sexuelle, justement, dans d'autres, ça peut être avec l'Anonyme ou avec d'autres organisations aussi. Même chose pour toi, Julien. Est-ce que vous voyez que ça crée un peu une influence? La première étape que j'avais dit tantôt, c'était comme le rapprochement des pratiques dans la collaboration. Est-ce que vous voyez quand même que vous inter-influencez d'une certaine manière, au-delà du projet? Oui, je peux me permettre. Ben oui. Moi, je le dirais, puis le CAVAC ne fait pas partie. Non, mais on travaille très proche. C'est une bonne collaboration, mais je vais c'est faire vrai. le lien parce que oui, Sphère, puis tout ça, parce qu'on a le programme Survivante, qui nous reviennent souvent des nouvelles de ce qui se passe dans les comités Sphère. Le fait d'avoir un intervenant dédié en exploitation sexuelle du CAVAC, on le voit. Puis ça, c'est tout un courant aussi de pensée. Là. Puis là, je ne veux pas m'éloigner de ta question, mais au niveau du SPVM, on l'a vu, notre directeur est arrivé avec toute immersion. Il y a tout ça pour toutes les nouvelles recrues, d'aller s'imprégner au niveau du communautaire, de comprendre les réalités, de sortir de l'image de la police là, très rigide, répressive, de changer nos mentalités. Même moi, là, comme nouveau cadre, nouvellement nommé depuis un an-ish, mais j'ai été faire des stages dans d'autres, puis là, ça m'amène toujours à... Je pense que même mes enquêteurs, il faudrait qu'ils aillent passer du temps, peut-être à l'anonyme. Il faudrait qu'ils aillent le voir, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience. Oui, que de vivre. Terrain. Oui. L'expérience terrain. Puis, c'est tout ça que ça l'amène de dire, oui, on le vit, mais on a quand même une distance. Ouais. Mais si jamais je peux avoir des enquêteurs qui aillent le voir, et vice-versa, d'avoir des intervenants qui viennent... de juste qu'on se comprenne. Des fois, on parle la même langue, mais pas le même langage. Ouais. Puis là, ça nous permet d'ouvrir, justement, d'enlever nos œillères, puis de s'ouvrir à chacun nos réalités, nos limites. M. Daguerre est venu visiter, on gère une maison de chambre à l'Anonyme, une adresse qui était fort très bien connue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve pour toutes sortes de raisons. Et dans le fond, il est venu visiter, dans le cadre, justement, il visitait plein de trucs dans Hochelaga-Maisonneuve, refuge, etc. Puis il est venu visiter notre maison de chambre et tout ça. Puis je pense que, effectivement, ça lui donne une idée, comment je pourrais dire ça, en bon québécois, je pense qu'il a pogné 2 minutes, là, dans le sens que OK, attends une minute, c'est ça la réalité, tu sais, parce que c'est imparfait, s'il y avait du stock dans le corridor, il y avait des odeurs, il y avait du monde, on est là-dedans parce que on accueille toutes sortes de personnes dans toutes sortes de situations et tout ça. Des fois, tu sais, je vais essayer de rebondir là-dessus, puis je pense que c'est essentiel de ne pas travailler avec des œillères, c'est impossible, tu sais, veux dire, à un moment donné, je pense que l'empathie, c'est en intervention, mais l'empathie, c'est dans le travail qu'on fait, puis de se mettre dans un soulier de l'autre, puis de se dire c'est quoi sa réalité, puis pourquoi cette personne-là a choisi, ou pourquoi cet acteur-là pose telle action et tout ça, qu'est-ce qui le motive à aller là, même si moi ça me fait réagir, puis je suis pas d'accord, ou peu importe, ou je suis d'accord, puis voilà. Parfait. Donc ça pour moi, je peux pas, je ferais mal mon travail si je le faisais pas comme ça. Cependant, il y a toute la fibre, je dirais, militante dans le milieu communautaire, puis à l'anonyme, qui fait qu'à un moment donné, tu sais, des fois, je peux pas m'empêcher que ces projets-là d'immersion, bien que louable dans l'action, tu sais, des fois, en dedans de moi, ce que ça fait, c'est aussi un bel exercice de com'. Tu sais, c'est ça que ça sort, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi aussi, tu sais, puis là, je sais dans quoi je suis, là. Je suis dans mes appréhensions, je suis dans mes, tu sais, je suis là-dedans. Fait que là, je me recule. Puis là, je fais comme, OK, attends une minute, là, Julien, là. Tu sais, tu peux pas être, qu'est-ce qui se passe exactement? Fait que de là, je dis tu peux pas être avec des œillères, mais en même temps, il y a tellement, on est confronté, nos équipes d'intervention sont confrontées régulièrement à des situations. On parlait de la DPJ, ben c'est ça, des situations, ça peut être des personnes qui ont vécu des trucs très difficiles qui sont liés à. Puis après ça, on peut pas non plus se dire, ouais, mais ils sont fins pareil. Des fois, ça vient te chercher beaucoup, tu sais, comme groupe. Puis là, c'est difficile de sortir de ça. Tu restes un peu imprégné de ces situations-là. Puis je pense que elle se doit, ces situations-là, d'être nommées, d'être dénoncées, puis on doit travailler à les améliorer. Puis c'est des personnes qui ont aussi beaucoup de pouvoir. Cette loi-là donne ce pouvoir-là. On parle des DPJ, on parle du SPVM, tout ça. C'est ça la réalité. C'est des personnes avec du pouvoir, c'est des personnes... Puis, tu sais, je dis tout le temps, un mauvais plombier, au pire, il va te faire une mauvaise job, puis
Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Mais, tu sais, puis il y en a partout. Il y en a dans toutes les sphères, dans tous les corps de travail. On va dire sphères. Dans tous les corps de travail, il y a du monde qui font moins bien leur job. Ça fait partie de la game. Dans le milieu communautaire, il y en a en masse aussi, inquiétez-vous pas. Mais je pense que, tu sais, quand tu as un pouvoir, puis tu peux arriver, là, les dérives sont encore plus, je dirais pas probables, mais possibles, tu sais, puis peuvent être encore plus grandes. Fait que c'est tout le temps ça aussi, des fois, que parfois, il y a de la méfiance qui s'installe, et ça devient difficile de dire, c'est correct à se faire, parce que c'est un peu ça la question. Ça va bien à se faire, on a une belle collaboration, fait que, tout ça, c'est correct ailleurs. C'est difficile à complètement transposer. Ça doit pas complètement se transposer non plus. C'est pas possible. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Mais en même temps, on peut pas être continuellement dans la démonisation de tout. Là. C'est de trouver cet équilibre-là, puis voilà. Puis je peux faire du pouce là-dessus, parce que souvent, ça m'interpelle par rapport à... Ça fait longtemps que je travaille avec cette clientèle-là. Fait que, tu sais, on dirait que ça développe une plus grande sensibilité, une plus grande écoute. Mais souvent, effectivement, les patrouilleurs sur la route ont des réalités différentes. Puis on travaille très fort, justement. Nous, on fait des présentations continuellement pour... Mais c'est beaucoup demandé, tu sais, à ces gens-là qui travaillent 24 heures sur 24, puis je suis pas là à défendre mes policiers, mes policières, mais défends-les! mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre cette réalité-là. Définitivement. Puis je vois vraiment, moi, un changement de mentalité. Okay. On est ailleurs, je pense, de quand je suis rentré dans la police. Et c'est ça. Je suis d'accord. On le voit, mais c'est comme dans tout. Tout est long. C'est des changements de mentalité. Là. Mais tout est long, puis souvent aussi, tu sais, mettons, dans Sphère, là, l'expérience que moi j'ai aussi, c'est beaucoup des liens significatifs avec des personnes et non pas une organisation qu'on a. Tu sais, le SPVM, nous, c'est le programme Les Survivantes. C'est toi, Fred, que j'ai vu dans d'autres lieux. Mais admettons, vous disparaissez d'un matin, c'est un peu à recommencer parce que ça se transmet pas nécessairement. Puis c'est pas, même si on aimerait ça, que ça soit une généralité, souvent, ben ça se rend pas parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce que, bon, pour plein de raisons. Fait que ça aussi, tu sais, moi, mettons, en ce moment, à Sphère, ça va super bien en général, les liens et tout, mais c'est beaucoup avec des personnes que je fais affaire et non pas avec la DPJ au grand complet, mais une personne là, ce qui facilite, mais ces personnes-là s'en vont. Est-ce que c'est à recommencer? Peut-être. Puis l'objectif, c'est pas trop de s'aligner, j'ai l'impression, puis de penser pareil, parce que, comme je disais un peu au début, ben là, si on devient tout pareil, la sphère, la petite fleur devient la même affaire, là, on n'apporte plus les différences. Comme les arbres de Frédéric, là, une forêt pareille, c'est fragile. Il y a trop de liens, puis... mais comme tu dis, ne pas démoniser... Ça va peut-être tenir une forêt, finalement. C'est ça. Ben, la fleur, là, elle pousse, là, quelque part. Quelque chose à faire avec ça, là. Un champ lexical au niveau de la fleur. On va essayer de... Prochain épisode dans une forêt. Une forêt près de chez vous. Puis, tu sais, en fond, on existe pour être un peu les chiens de garde des autres, puis particulièrement communautaire. Je peux le dire de même, on n'a pas tant de pouvoir parce que nous, on ne suit pas tant la loi nécessairement. On vient répondre aux trous que la loi amène ou que les offres de services plus publics, peut-être pouvoir privé, ne sont pas capables de créer. Fait que ça nous ramène un peu à pourquoi l'intersectoriel. On est là pour ça. Fait que c'est sûr qu'on a une fibre un peu plus militante. Puis je pense qu'il faut continuer à la conserver définitivement. Cela dit, au moins de se mettre au moins dans les pieds des autres, d'avoir de l'empathie pour se dire, ben l'autre personne à qui j'ai parlé au téléphone, il y a peut-être des enjeux de rétention personnelle puis d'autres limites, d'autres obstacles un peu qui fait que c'est peut-être pas de sa faute directement à cette personne-là, c'est peut-être un peu plus large aussi, puis ça nous permet peut-être aussi de s'attarder à c'est quoi pas le réel ennemi, mais on va dire le réel obstacle à cette collaboration-là, puis à arriver à cette vision-là commune qu'on veut avoir qui est aider les gens de manière générale, je pense. Mais totalement. Puis c'est ça l'objectif, puis c'est de se dire comment on peut aider les gens. Tu sais, moi, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, sans justifier ma participation ici, mais c'est toujours ça, peu importe. Quand je fais une présentation, une conférence, quand je sors, je vais être ici, je me dis toujours, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va aider, puis ça va lui donner l'espoir, ou ça va briser un peu les préjugés qu'elle peut avoir autant envers la police qu'envers le communautaire, parce que il y en a plein de ces billets-là. Tu sais. Oui. On peut-tu juste humaniser le contact puis dire, ben non, on n'est pas parfait. Des fois, on l'échappe, mais on est là pour ces jeunes-là. Ouais. En résumé, là, tu sais. C'est pour ça que tu n'as pas de cravate aujourd'hui. Pour ça, j'ai pas d'uniforme aujourd'hui. Oui, on est content. Ben justement, tu sais, en parlant de solidarité qu'on pourrait avoir, tu as parlé tantôt, Julien, des SIS. Oui, les services de consommation supervisés, oui. En effet.
En ce moment, il se passe de quoi? Où est-ce qu'il y a une loi, un projet de loi 103 qui s'en vient, qui vient un peu peut-être mettre des obstacles puis des bâtons dans les roues, justement. Pas peut-être. Pas peut-être. Non. Définitivement pas. Je sais que Julien a sûrement des choses à dire là-dessus, mais avant, Frédéric, Oui. est-ce qu'il y a une solidarité envers ces organisations-là en ayant été teintées, en faisant cette immersion, par exemple, ou d'autres programmes qui fait que tranquillement, tu dis qu'il y a du changement d'évolution, on se rapproche peut-être du communautaire et d'autres partenaires. Est-ce qu'il y a comme plus de solidarité envers ce que ces personnes-là vivent, alors que le SPVM pourrait avoir une vision de cohabitation sociale un peu plus répressive normalement? Ce qui est difficile de répondre là-dedans, parce que je suis toujours partagé entre la ligne de com, je vais dire, parce que je peux pas parler pour certaines choses, parce que c'est des dossiers qui sont pas mon champ d'expertise. Je peux parler en mon nom personnel dans le sens où moi, c'est l'impact que ça a eu, l'immersion. J'ai été, entre autres, passer une journée à Oldbury Mission. Ça a changé, je vous le dis, là, je ne veux pas dévier le podcast, mais ça a eu un impact majeur dans ma vie par rapport justement à des gens avec des enjeux de consommation, des gens avec des problématiques de santé mentale, de situations d'itinérance, puis de voir les gens investis dans l'aide qu'ils peuvent apporter, puis que malheureusement, il y a des fois des stratégies politiques qui font qu'on a un débat de fond en arrière de tout ça. Fait que c'est pour ça. Je suis pas clair. Ça touche l'exploite quand même un peu. Surtout, on parlait tantôt d'une jeune de 14 ans qui pourrait arriver. Ça touche quand même certaines problématiques qui ont une comorbidité. Fait que c'est pour ça que je te lance l'idée. Est-ce que ça amène cette vision-là plus. Je pense que ça amène une sensibilité. Je pense que comme policière, on est sensible à tout ça. On vit dans un monde très imparfait. On essaie de toujours trouver l'équilibre, même si des fois on pense que la police est très polarisée, mais pourtant on est très dans le centre. Puis on essaie de trouver l'équilibre et on vit entre des groupes communautaires, le politique, les médias qui nous emmènent un peu partout, puis de la démagogie, puis fait c'est ça. Moi, je pense qu'on est sensible à tout ce qui se passe au niveau de la société. Je pense que je vais Julien, t'as-tu quelque chose? Julien qui rit de mon discours très politique. As-tu une phrase ou deux sur le projet de loi 103? Plusieurs. Je serais pas très original. Il y a un professeur à l'école de travail social à l'UQAM qui disait que Michel Parazelli, pour ne pas le nommer, qui dit que avant de cohabiter, il faudrait peut-être commencer par habiter. Il y a les données les plus conservatrices disent qu'il y a 1000 personnes qui dorment à Montréal dans l'espace public à tous les soirs. C'est les données les plus conservatrices. Là. Moi, j'irais plus haut que ça, mais je vais y aller avec ces données-là. Là-dedans, c'est pas toutes des personnes qui consomment des drogues, mais c'est toutes des personnes en situation d'itinérance. Puis pendant ce temps-là, les différents refuges sont pleins. C'est une situation qui est passablement nouvelle. L'ampleur de la situation est passablement nouvelle. Je pense que la cohabitation est un terme qui malheureusement est galvaudé. Et dans le fond, je trouve que la cohabitation, pour moi, c'est le partage équitable de l'espace public. Malheureusement, quand on parle des actions que je trouve en ce moment de cohabitation, c'est des actions qui tendent vers une forme de répression. C'est pas nécessairement de la répression directe, mais qui tendent vers une forme. L'idée, c'est de répondre au sentiment d'insécurité des personnes domiciliées vis-à-vis des personnes qui sont dans l'espace public et qui peuvent être en situation de marginalité, en situation de désaffiliation, qui peuvent paraître dérangeantes, qui peuvent être épeurants. Puis ce sentiment-là d'insécurité des personnes dont on parle est tout à fait valide. Mais en même temps, les personnes, c'est pas la réponse, c'est pas juste de tasser le monde, puis c'est un peu ça qui se passe. T'sais. Je veux pas rentrer trop là-dedans, mais encore une fois, là, des démantèlements qui s'en viennent là, récemment. On démantèle ces personnes-là à un endroit, c'est sous question, il y a trop de matériel, donc pour leur sécurité, et à un autre endroit, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit d'être dans le parc la nuit. C'est texto comme ça. Donc la réalité, c'est ça est réel. Après ça, ma question, c'est la même chose. Ces personnes-là vont aller où? Il se passe quoi? Fait que c'est ça qui devient, moi, je pense, très, très difficile. Et le PL 103, donc il y a des questions, justement,
ajoute une couche de responsabilité des groupes communautaires vis-à-vis de la cohabitation sociale. C'est quoi le Donc, PL103? le PL103, dans le fond, c'est pour rendre la cohabitation harmonieuse autour principalement des services de consommation supervisés, mais aussi autour de toutes les ressources qui accueillent des personnes en situation d'itinérance. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est le fameux projet de loi là, qui dit qu'un service de consommation supervisée ne peut pas être à moins de 150 mètres d'une garderie ou d'une école. Mais c'est aussi ce qui est très, très important, hein, c'est tout le plan de cohabitation qui sera, en tout cas, j'espère que non, mais bon, qui sera imposé aux groupes communautaires. Moi, je pense que les groupes communautaires ont leur part à faire dans la cohabitation. Puis d'ailleurs, à l'Anonyme, on a un projet, on travaille en cohabitation, on a un paquet d'intervenants et d'intervenantes en cohabitation, justement, dans cette volonté-là d'un partage équitable de l'espace public. On travaille avec les différents acteurs et actrices. Donc, c'est clair qu'il y a une sensibilité là-dessus, puis c'est clair qu'on a du travail à faire. Mais on nous dit non, vous avez raison, vous n'êtes pas les seuls à devoir porter cette cohabitation-là. Des programmes comme EMIS qui ont été mis sur place. La SPVM vous avez plusieurs programmes justement avec policiers et intervenants psychosociaux. Emery et tous ces petits. J'appelle ça comme ça, mais comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, tout leur... Pardon? Ses cousins. Et voilà, exactement. Donc, tu sais, qui travaille de différentes façons au niveau de la cohabitation et tout le kit. Mais quand je dis qu'on devient les seuls imputables, c'est que si ça fonctionne pas, peu importe la raison, c'est les groupes qui vont fermer. C'est les groupes qui vont se faire retirer leur autorisation de pouvoir opérer. Donc, je trouve qu'on a, en ce moment, il y a une multitude de crises qu'on vit. On a une crise de l'itinérance. Je suis zéro quelqu'un d'alarmiste, mais je trouve que c'est quelque chose. Il y a une crise des surdoses. Le seul endroit en ce moment au Canada où les surdoses sont en augmentation, les surdoses mortelles, c'est au Québec. Ensuite de ça, juste une crise du logement, de l'abordabilité, tout ça est lié. Pour moi, il y a des liens à faire entre tout ça. Et en ce moment, on n'est pas capable de fermer le robinet. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on continue à produire comme société de la marginalité, de la désaffiliation. Et là, les organismes et plein d'autres acteurs et actrices, le réseau de la santé, peu importe, vont travailler à essayer de contenir, d'aider ces personnes-là. Tu le disais bien, Frédéric, de pouvoir aider ces gens-là. Mais au bout du compte, quand il y en a un qui a une belle histoire avec quelqu'un, il y en a 4-5 autres qui rentrent au poste. C'est ça la réalité de la situation. Et on est comme État, comme société, on a de la misère à répondre avec des services de santé, des services psychosociaux. On est comme débordé. On dit, là, il n'y a plus de fin à ce financement-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide de répondre en réglementant, en balisant, puis parfois allant même jusqu'à la répression. Et là, ce que ça fait comme situation, c'est qu'on tasse du monde qui n'ont pas de place où aller. On met de la pression sur des groupes communautaires qui, littéralement, contribue à sauver des vies. Parce que c'est ça qu'on fait. Quand on a des services de consommation supervisée, la personne est là, fait une surdose, tu la réanimes, c'est ça la réalité. Ouais. Puis sauver des vies, je pense que quand je regarde, vous autres vous en sauvez en tabarouette aussi. Mais sur une fait que c'est ça, il y a de quoi là-dessus. On va tous sauver des vies, aider le monde. Mais je trouve ça vraiment, vraiment... je trouve que, je suis pas sûr qu'on fait les bons choix, puis toutes les en ce moment, dans le quartier Ville-Marie, puis maintenant dans l'arrondissement Mercier-Maisonneuve, où une des réponses à l'occupation de l'espace public par des personnes en situation d'itinérance, c'est entre autres de rajouter des agents de sécurité. On a une réponse qui est de moins en moins, je trouve, psychosociale. On a une réponse de santé, puis on a une réponse qui est de plus en plus on va cadrer, on va contenir, et ça démontre, pour moi, tout ça démontre un sentiment d'impuissance collectif qu'on vit vis-à-vis de toutes ces situations-là de personnes dans des situations de grande marginalité, là, de grande détresse aussi. Puis le travail d'éducation du grand public est énorme. Puis je rebondis pour ramener ça un peu à l'exploitation sexuelle. C'était ça. C'est comment on peut sensibiliser les gens. Comment les gens peuvent arrêter de voir les personnes qui offrent des services sexuels avec tous les stéréotypes que ça emmène. Puis c'est la même chose en itinérance. Mais ça, c'est primordial comme société de dire... Je reviens sur mon expérience Aubrey Michel. Ça je suis le premier à dire, j'ai côtoyé des gens en situation d'itinérance, puis souvent, on est comme... très imparfait au niveau de l'être humain. On a une méfiance parce que justement, une réticence, puis là, de briser ça.
Mais tu sais, comment tu l'emmènes au niveau éducation du grand public, ça, Mais la c'est tout un différence, défi. ça C'est fait tout un peur, défi. là. Ben oui. Toujours. Ben, puis, tu sais, sans que ça soit exactement lié, mais tu sais, on le voit aussi, on parle de quand on a peur, quand il y a des choses qui sont différentes en exploitation sexuelle, surtout chez les mineurs. Quand que les gens ont peur d'une situation, c'est quoi qu'ils font? Ils veulent enfermer le jeune parce que l'enfermer, enfermer, c'est pas Oui, c'est mon une score, image, là. oui. C'est pour pas qu'il aille vivre des dangers, pour pas qu'il aille vivre des risques, il doit rester dans le centre, il va vivre sa vie là, puis à 18 ans, il sortira, puis là, ben écoute, va vivre ta vie, tu sais, fait qu'on le voit que, c'est ça, refermer quand il y a des peurs, des différences, on le voit dans à peu près tout. Puis c'est une critique que je fais, mais qui est très nuancée, parce que après ça, c'est bien beau, mais toi, Julien, tu vas pour faire quoi? Ta barouette, ta minute. Là. Ouais, c'est ça. Faut faire, c'est quoi qu'il faut faire? Dis-le ce qu'il faut faire. C'est quoi la solution? Ben, c'est ça, c'est tout le temps ça. C'est quoi la solution? Il n'y en a jamais juste une. Il n'y a pas de one size fit all là-dedans, jamais. Mais en même temps, une action concertée intégrée entre plusieurs autres acteurs, peut-être? Effectivement. Parce qu'on parle, tu parlais un peu de l'enjeu de sécurité versus sentiment de sécurité aussi qui revient. Fait que c'est quoi qui est le plus important? C'est la force du nombre peut-être qui gagne, mais pas la force de la réelle détresse des personnes qui sont vécues. À mon avis, on a parlé de cohabitation sociale dans un épisode de jadis là, par rapport à une politique avec le STM là, qui, je pense, était temporaire puis qui s'est un peu arrêté, mais là, ils ont changé de petite tactique, ils sont rendus en grève maintenant. Comme ça, ils pourront encore moins rentrer, il n'y a rien à faire. Non, mais on avait le Rapsine qui était là, justement, qui parlait de cohabitation sociale, puis ils sont très mobilisés par rapport au projet de loi 103, encore une fois. Absolument, définitivement. Il était fait une belle présentation à la commission. Ouais. Puis bon, je vais laisser la dernière question à Mélissandre parce que je pense que le temps avance et on est rendu peut-être déjà plus qu'1 heure. Mais Mélissandre, je pense que ça avait une dernière question aussi par rapport à l'exploit. Ah, mais c'est pour faire un petit clin d'œil là, en même temps. C'est que là, dans pas très longtemps, donc, admettons, là, on enregistre, ça serait dans une semaine. Il y a un événement à Montréal qui s'appelle le Grand Prix qui suscite souvent beaucoup de médias, parle beaucoup du Grand Prix, on parle beaucoup d'exploitation sexuelle, de travail du sexe ou de prostitution, tout dépend de qui en parle. Puis le Grand Prix génère beaucoup ça, là, les inquiétudes. On entend parler de tout ça quasiment juste à ce moment-là. Puis j'avais envie de vous entendre sur le sujet parce que j'ai quand même une bonne idée là, au niveau du SPVM, au niveau de l'anonyme, de ce que ça peut faire vivre, parce que dans le fond, l'exploitation sexuelle aussi, c'est 365 jours par année. Puis on en parle souvent juste à ce moment bien précis. Fait que j'avais juste envie de vous entendre sur le sujet, sur qu'est-ce que vous pensez de ça. Je vais me lancer. Je me lance, puis on s'échangera là-bas. Au tennis. Tu l'as bien dit. L'exploitation sexuelle, c'est 365 jours. J'essaie de désaffilier le Grand Prix de l'exploitation sexuelle, mais on a quand même une tribune médiatique dans ce temps-là. Tu sais, on parlait tantôt d'éduquer, sensibiliser la population. Faut profiter du momentum des fois. Et les médias comprennent, on répète le message, puis les gens... faut pas tomber dans les stéréotypes. Tu sais, du Grand Prix, il y a quand même des gens qui sont là, qui participent à cet événement-là. C'est un événement familial. Il y a des gens qui viennent là. Il y a 355 000 personnes là, au-dessus qui viennent au Grand Prix. Il y en a que c'est des amateurs de sport. On tombe dans le stéréotype de l'homme riche qui vient puis qui s'entoure de jeunes. Mais l'exploitation sexuelle, tu l'as dit, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Et toutes nous, là, on met des mesures en place en prévention, en répression pour la police, à chaque semaine. À chaque semaine, il y a des mesures. À chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ça, on profite du momentum médiatique. Mais j'aime rappeler aux gens que c'est quelque chose qui se passe à longueur d'année. Puis il faut sensibiliser la population. Il faut que les gens soient vigilants chaque jour. Julien, tu profiter du momentum? Tantôt, Frédéric disait, ça représente mon opinion. Tu es comme passé un petit peu du SPVM 2 minutes, puis tu es revenu. Je vais faire un peu la même chose. 2 minutes, puis je vais revenir à l'anonyme. Des fois, je fais le parallèle avec la grande guignolée.
ça me fait... Des fois, je trouve que c'est une opération pour vraiment, encore une fois, hey, regardez ce qu'on fait, là, regardez comment c'est beau, regardez, on s'occupe de notre monde et tout ça. Puis après ça, on n'en parle plus. C'est le lien avec le 365 jours. Là, je le vois vraiment de cette façon-là. Puis à chaque fois, ça vient me chercher. Chaque fois qu'il y a la guignolée au début décembre, là, à chaque fois, ça vient me chercher parce que je me dis, ben oui, vous donnez toute bonne conscience. Là, c'est mon côté là, qui prend le verre à moitié vide, là, on s'entend. Vous donnez toute bonne conscience, puis après ça, on n'en parle plus. Tu sais. On ramène ça. Julien de l'Anonyme revient maintenant. Ça, c'était Julien, pas de l'Anonyme. Julien de l'Anonyme revient. Mais Julien de l'Anonyme revient. Puis ce que je trouve je trouve qu'il y a plus d'effets négatifs à mettre de l'avant les enjeux d'exploitation sexuelle pendant le Grand Prix. Je trouve qu'effectivement, oui, t'as raison, il y a une tribune. Il y a une tribune, les médias sont là, puis tout ça. Justement, c'est ça. Et ce qui arrive, c'est que comme les propriétaires d'hôtels, comme les propriétaires de restaurants et comme plein d'autres, c'est une manne. Hein? C'est une situation où là, ils vont faire de l'argent en tabarouette. Je pense qu'il y a un paquet de personnes qui font le travail du sexe que c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que les autres sont là, OK, c'est là que je vais faire du cash parce qu'il y a un paquet de monde qui ont bien de l'argent qui vont être là, puis let's go, puis tout ça. Ça fait que là, ça va être une période où je vais faire mon chiffre d'affaires de l'année, je vais le dire comme ça en termes très, va être beaucoup plus grand, puis tout ça. Et je trouve que ce qu'on fait en ce moment-là, en prenant la tribune et en parlant d'exploitation sexuelle, les amalgames de monsieur, madame, tout le monde, c'est dès qu'on parle d'échange de services sexuels, on parle d'exploitation sexuelle. Donc, la définition du quand on se parle, puis de se dire, hey, attends, il y a des nuances là-dedans, on parle d'agentivité, on parle de c'est pas la même chose, etc., etc. Là, il y a l'amalgame qui se fait. Et là, la résultante de ça, de ce qu'on voit, c'est la vulnérabilisation, la stigmatisation des personnes qui font travailler de sexe pendant ce temps-là et la judiciarisation au bout du compte de ces personnes-là parce qu'il y a plus de dénonciations, parce que ça. Fait qu'on se retrouve dans une dynamique où là, je fais comme... Et je vois pas d'effet positif sur les jeunes qui sont dans des situations d'exploitation. Et c'est ça mon enjeu, c'est de dire, alors, pourquoi on fait ça si, admettons, ça créait plus de judiciarisation, mais il y avait vraiment des effets concrets, positifs, c'est des jeunes qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Oui, on a des programmes, on pousse la machine, puis ça fait en sorte qu'on est en mesure de pouvoir contribuer à donner un coup de main davantage à ces jeunes-là, puis de pouvoir aller vers eux, puis de pouvoir avoir accès à... J'aurais probablement une autre opinion. Mais là, je le vois pas. Ça fait que ce que je vois, c'est seulement, malheureusement, des effets qui sont pas positifs. C'est ça que je perçois. Frédéric, t'en vois-tu des effets positifs? Ouais. Mais des effets positifs, en fait, je vais répondre à ta question, mais avant ça, c'est pour la judiciarisation, juste pour que ça soit... Il n'y a pas de judiciarisation des personnes qui ont des services sexuels. Je le dis, là, il y a une immunité. Peut-être que, puis je le vois, puis tantôt on parlait des différents groupes idéologiques qu'il y a, qu'on peut parler des pro-travailleurs du sexe versus les abolitionnistes. Ouais. On est là, mais peu importe l'action qu'on va faire, on va être taxé on n'est pas assez répressif ou on est trop. Ah oui, mais je vous le dis, au niveau de la judiciarisation, une personne qui offre des services sexuels ne sera pas judiciarisée. Là, il y a toute la question de la clandestinité, travailler la sécurité. On est conscient de ça et nous, on veut s'assurer que par nos actions, on évite d'aller dans cette situation-là. Fait qu'on tombe toujours dans... Nous, là, c'est pour ça qu'on vient dire, le Grand Prix, c'est une chose, mais nos actions, c'est une réponse à une situation qui va nous être dénoncée et non pas une pression qui va faire en sorte qu'on agit plus. Mais c'est ça qui est souvent mélangé, comme Julien disait, c'est que, tu sais, admettons, vous, c'est pour si jamais il y a des gens qui sont prêts à dénoncer, qui vivent une situation d'exploitation, exact. Donc il n'y a pas d'agentivité, que le consentement n'est pas là. Et non pas pour les personnes qui font le travail du sexe, puis qui sont là pour se faire de l'argent, puis gagner peut-être plus d'argent à ce moment-là que le reste de l'année. Fait que, et là, la différence, puis j'ai l'impression que c'est là, des fois, que tout est mélangé, puis que la seule chose qui ressort, ben, c'est l'exploitation sexuelle, puis que c'est le moment de l'année où est-ce qu'il y en a le plus, puis que là, il faut arrêter, puis il faut cesser. Quand dans les faits, en tout cas, je vais parler pour moi dans Sphère. Moi, les jeunes mineurs là, dans Sphère ou même majeurs qui sont en situation d'exploit, là, je parle bien, j'ai jamais eu de situation en lien avec le Grand Prix. En 8 ans, sur les 170 jeunes qu'on a, il n'y a jamais eu rien en lien avec le Grand Prix. Mais je suis persuadé qu'il y en a en masse, là. Il doit en avoir, Je suis persuadé. définitivement. C'est sûr. Exactement. Je suis persuadé. Exactement. C'est sûr qu'il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une partie où on oublie qu'il y a le travail du sexe, puis que c'est pas juste de l'exploitation, puis que vous êtes là pour le côté exploitation. Je t'inviterai à me reposer la question parce que C'était un peu là-dessus, dans le fond. Est-ce que vous envoyez des effets positifs, pas positifs, mais c'est dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment à cette tribune-là que vous utilisez de manière médiatique? Puis si je peux me permettre, juste faire un... Puis
là, on vient de tourner ça vers le SPVM, mais pour moi, il y a plein d'autres acteurs et actrices qui ont ce même message-là. Puis ce message-là, je dirais qu'il est quasi grand public de dénoncer l'exploitation sexuelle pendant le Grand Prix. Le Grand Prix, là. Alors là, je vais juste... Je sais que tu prends beaucoup de chaleur, cette question-là. Non, c'est correct. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça à prendre. Il n'y a pas seulement au SPVM. Pardon? C'est moins nécessairement le SPVM. Ce n'est pas... C'est clairement pas seulement. Ouais. Non. C'est ce que j'ai envie de dire. En tout cas, dans ma perception, c'est vraiment pas. Mais c'est juste ça. Fait que je voulais juste dire, attention, là, je trouve que c'était vraiment sur toi que c'était. Attention, là, je suis pas sûr que c'est. Non, puis ça permet, je reviens à la tribune, l'effet positif, c'est la tribune médiatique, où ce que justement, on relance cette discussion-là, et là, il y a différents intervenants qui viennent répondre à cette tribune médiatique-là, puis ils viennent nuancer, ils viennent faire la part des choses. Il y a des personnes qui sont exploitées, il y a des personnes qui offrent des services sexuels. Il faut distinguer. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, je dirais, c'est un des effets positifs. Quand on offre la tribune à plusieurs personnes que seulement le SPVM. Mais il faut qu'il ait aussi cet espace-là, puis que les gens le prennent, là, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui prennent cette tribune-là qui revient au fait que... Ouais. Mais imaginez le message grand public de dire « Hey, arrêtez de dénoncer l'exploitation sexuelle, ça nuit aux personnes qui font le travail du sexe, laissez-les tranquilles. » Ah non. C'est pas faisable. Non, mais vous comprenez que c'est absolument pas recevable comme message dans la société. Ça percole pas. Là. Je peux bien dire ça, moi, là, ça me dérange pas, mais ça percolera pas pantoute, puis on va me dire, mais quel hurluberlu, c'est ça? Puis je comprendrais que ça pourrait être un message hurluberlu. Fait que, tu sais, de faire le contrepoids, entre guillemets, c'est pas facile. C'est très difficile, je trouve. T'sais, donc, de justifier que c'est correct qu'il y ait des personnes qui font le travail, en guillemets correct, que c'est des personnes qui font le travail du sexe et qui profitent de cette situation-là, profitent de manière positive de cette situation-là parce que, ben, comme n'importe quel business, il y a plus de clients, il y a plus, il y a de la demande, fait on a de l'offre, let's go. C'est ça, là, c'est du capitalisme là, en masse, là, c'est de ça qu'on parle. Et là, mais là, c'est pas, je pense pas qu'on est là comme société d'accepter ça. Fait qu'on se tasse vers l'exploitation sexuelle, la victime et tout ça, qui existe et tout ça, mais ça devient confrontant, je trouve. Puis dans le travail d'éducation qu'on fait au niveau du SPVM, aussi de plein de partenaires communautaires, c'est justement de dire, mais c'est quoi les indicateurs? Quand est-ce qu'on peut... c'est qu'est-ce qui fait qu'on est devant une situation d'une personne qui est exploité versus une personne. C'est très difficile, là. C'est très difficile parce qu'une personne va dire ben non, c'est quelqu'un qui offre ses services sexuels, évidemment, est exploité. C'est très difficile de dire OK, c'est quoi les autres indicateurs? Qu'est-ce qui m'emmène à penser que je suis devant une situation d'exploitation? C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. On a encore des beaux défis, c'est ça que je comprends. Toujours. Comme dans tout. Puis il y a aussi la semaine pour contrer l'exploitation sexuelle des mineurs qui existe depuis quelques années, qui est en début mars, qui est moins reliée à ça. Bref, le temps avance vraiment rapidement. Je vais vous laisser l'opportunité peut-être de faire un petit mot de la fin, axé peut-être sur le rôle que vous avez présentement ici. Je pense que vous l'avez quand même bien illustré, mais s'il y a un dernier mot, un dernier élément que vous aimeriez partager par rapport à peut-être clarifier votre rôle qui est mal compris peut-être dans la sphère publique, justement. Quelque chose qui viendrait peut-être soutenir. Je pense qu'on vient de parler de l'enjeu du projet de loi 103, par exemple, SIS. Y a-t-il quelque chose qu'il faudrait comprendre pour être du bord de l'anonyme? Si on ne l'est pas déjà, puis même chose pour le SPVM, si on est contre la police par rapport à l'exploitation sexuelle, comment les convaincre que finalement vous faites la bonne job? Commencez par Julien. Je pense que on doit se positionner pour faire partie des solutions, finalement. Tu sais, on est tagué, puis je pense que ça, on peut avoir ça en commun, en tout cas, des fois, le problème, c'est la police, ils font pas le job, ou ils font trop le job, mais le problème, c'est les drogués, puis c'est eux autres, ils accueillent les communautaires, ils les accueillent, si tu vois bien, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il peut y avoir des préjugés, beaucoup on entend, qui fait en sorte qu'on est perçu comme contribuant à des problèmes sociaux, mais au contraire, en tout cas, je pense qu'on fait partie ou des solutions pour pouvoir justement améliorer notre société sociale, améliorer la qualité de vie, contribuer à cette amélioration de la qualité de vie de notre société. C'est ça que j'aurais envie de dire à part ça. Très bien dit. Je dirais qu'on est tous ensemble, on a tout notre rôle, nos mandats, on travaille ensemble. Ce qui est important, si jamais quelqu'un écoute l'émission ou se retrouve, cette personne-là ait confiance, parce que c'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on respecte pas la confidentialité. Tu sais, des fois, ça, c'est important, très important, que si on demande toujours, t'accepterais-tu qu'on parle? Fait que je veux juste que les gens fassent la différence de, si je vais voir Mélissande,
est-ce que mon dossier va se retrouver à la police? Non, on respecte nos carrés de sable dans notre grand carré de sable. Puis ça, c'est très important parce qu'on veut aider, mais on collabore ensemble si le jeune nous permet de collaborer parce qu'on est là pour cette personne-là. Fait que moi, je trouve ça, des moments comme ça, là, c'est incroyable. Je vous le dis, je vais sortir de là, je vous remercie de permettre ça. Tu sais, je sais que vous travaillez très fort. Je vais conclure là-dessus. Là. Merci, Julien, c'est une agréable rencontre. Moi, de voir des gens investis, passionnés, comme vous, ça, c'est ce qui rend les moments magiques. Je vous le dis, moi, ça fait ma journée. Mais merci d'être venu, puis merci d'avoir précisé pour la confidentialité, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on est intégré et concerté, que ça veut dire que le côté confidentialité n'existe plus. Là. On pourrait faire un épisode là-dessus, je pense aussi, là, en terminant. Absolument. Ça pourrait être intéressant. Oui, puis je suis content que, dans le fond, avant, quand tu parlais d'une belle expérience, tu parlais d'être allé à Mission Oldbury. Maintenant, je suis venu au podcast, ça me transforme. Ben, merci. Il n'a pas parlé de transformation, là. Wow. Je le vois dans ses yeux. Là. Mélissandre, as-tu un mot de la fin, toi? Un mot de la fin, non, à part que je suis vraiment contente d'avoir co-animé avec toi et d'avoir assisté à cette belle discussion. Puis c'est tout. C'est correct. Comme ça. Ouais. C'est le dernier de la saison, donc merci d'avoir écouté les 9 épisodes jusqu'à présent aussi. Ça va être mon petit mot de la fin. Si vous voulez aller les réécouter, vous êtes bienvenus. Ça se peut que vous ayez manqué des petits bouts. Mais ouais, on va revenir normalement à l'automne pour d'autres épisodes. On a bien hâte. Et puis, voilà. Si vous voulez savoir un peu ce qui s'en vient, ben, je pense qu'on a parlé beaucoup à des jeunes durant cette saison. On a parlé à des intervenants, des cours d'eau, des DG, des commandants, plein de monde un peu partout. Beaucoup de jeunes quand même. C'était le fun. Puis ça a été très populaire aussi. Je pense que les gens ont beaucoup aimé. Fait que les jeunes vont venir définitivement. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé un petit commentaire à notre 3e épisode aussi, que je pense qu'il faudrait inviter prochainement pour parler de nos d'enjeux peut-être plus larges aussi. Fait que vous irez voir sur YouTube si ça vous intéresse, parce qu'on est sur Spotify et YouTube. Voilà, c'était Maudite Marche. Merci d'avoir écouté et on part la petite musique.